Bienvenue dans Movie Goer, l'émission 100% cinéphile, votre mensuel d'actualité cinéma, un vendredi sur 4 à 19h, rediffusé le lundi à 13h sur Radio Campus Paris. Avec toute une fine équipe de chroniqueurs, on vous propose de décortiquer le cinéma et plus encore en le connectant avec les autres arts. Quelques recommandations pour votre agenda culturel et surtout une bonne dose de savoir pour cette 8e émission qui est en plein cœur du Festival de Cannes. En tout cas, des révélations, des sélections au programme ce soir. Alia, mais finalement on n'est pas là, donc Alia reçoit ce mois-ci Gabrielle Stemmer, réalisatrice de La Grève, un magnifique film qui sort en salle et sur Arte, inspiré du livre d'Ovidie sur la grève du sexe, La chair est triste hélas. Axel avec Let's Be Queer revient sur un film qui sort lui aussi le 22 avril, Drunken Doodles, présenté en section acide au Festival de Cannes 2025. L'histoire d'Adnan, jeune étudiant en art qui travaille dans une petite galerie et qui va faire vite de multiples rencontres. Je reviens lors des interludes musicales sur le phénomène Slater, un phénomène hyper pop, et son 3e album The Worst Girl in America, rempli de pépites, une virée intime dans le quotidien semé d'embûches d'une nana du Missouri. Victor revient sur le Dune de Lynch pour sa ressortie du mois, tandis qu'Esther nous parlera de sa perle docu-fiction La Croisière, ressortie par les films du Camélia qu'il faut rattraper de toute urgence. Enfin, notre carte blanche du mois sera dédiée à Die My Love avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, présenté en compétition à Cannes l'année dernière. On vous en dit pas plus, mais sachez qu'il a bien partagé en termes d'avis la team de Moviegoer. Sachez qu'à la fin, vous saurez tout sur le ciné, mais d'abord, il est l'heure des actus ciné de Paul Pinault. Moviegoer, l'émission 100% cinéphile. Prêt, Paul ? Dorian. 3, 2, 1 et coup de projecteur. De Noche, le prochain film du réalisateur Todd Haynes ressuscite après avoir été quasiment abandonné l'année dernière. Pour rappel, ce drame romantique queer situé dans les années 30 avait en effet été stoppé net lorsque Joaquin Phoenix, star du film et producteur, avait quitté le projet à quelques jours du tournage. Les raisons de ce départ restent encore aujourd'hui inconnues, mais la coproductrice Christine Vachon avait parlé d'une tragédie face à cet événement qui, on le devine, avait dû coûter une petite fortune. Plus d'un an après Victoire, le film est actuellement en tournage au Mexique avec Pedro Pascal qui remplace Phoenix en tête d'affiche, et il est toujours décrit le projet comme une histoire d'amour homosexuel explicite, potentiellement classée NC-17 aux USA. Si, señor. Des nouvelles, pardon, on n'a pas le temps d'écrire les textes, c'est un peu short. Des nouvelles pour Martin Scorsese, le réalisateur est actuellement en plein tournage de What Happens at Night à Prague avec Jennifer Lawrence et DiCaprio en tête d'affiche, mais selon plusieurs sources de la production, il pourrait déjà préparer un prochain film intitulé Midnight Vendetta pour un tournage en décembre à la Nouvelle-Orléans. Ce film serait écrit par Eric Ross, scénariste de The Insider et Munich, et s'intéresserait à l'implantation des immigrés siciliens dans les quartiers portuaires de la Nouvelle-Orléans, et plus précisément sur les tensions qui ont mené à l'assassinat du chef de police David Hennessy en 1890. Si cette rumeur se confirme et que ce calendrier se confirme par la même occasion, Scorsese disposerait d'environ 8 mois entre les deux tournages. Morale de l'histoire, même à 83 ans, il n'est jamais trop tard pour virer dans l'onxensuisation. Pour finir, ça y est, vous l'avez tous vu, la sélection cannoise est tombée. Au programme, la ration habituelle des cinéastes attendus en compétition, Almodovar, Farhadi, Hamaguchi, Koreeda, Harari, pour ne citer qu'eux, mais aussi quelques nouveaux et nouvelles venues, notamment Léa Missius et Rodrigo Sorogoyen. Les sélections acides des semaines de la critique, faisant la part belle à l'éclectisme mais à une certaine majorité de premiers longs. La sélection Un certain regard faisant la part belle à quelque chose. Et le meilleur pour la fin, la quinzaine qui cette année accueillera entre autres Radu Jude, Alain Cavalier, Lisandro Alonso, Andrzej Ziajentsev, je crois que je prononce bien. Et encore Sébastien Lodenbach. Bref, une sélection honnêtement plutôt prometteuse cette année qui fera davantage plaisir à ceux qui ne peuvent pas y aller plutôt qu'à tous les festivaliers occupés à décuver sur la plage. Merci Paul, c'était tes dernières actus de la saison. Tu as beaucoup nous manqué. On te retrouve en juin et je te laisse bien profiter des reprises de Cannes puisque tu ne seras pas là pour décuver sur la plage cette année. Merci beaucoup. Merci. En salle et sur Arte, nous vous conseillons dès le 22 avril la grève de Gabrielle Stemmer Ovidie, des images d'archives de l'INA et un essai poignant, intime et évidemment politique. Sa réalisatrice est l'invitée Dalia Mamdan. Drama is life with the dull bits cut out. Et donc elle était l'invitée Dalia Mamdan. Et je vous rappelle que ce film est sorti par New Story, il sort le 22 avril. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Gabrielle Stemmer, monteuse et réalisatrice du film La Grève, qui sort en salle le 22 avril prochain. Bonjour Gabrielle, comment vous allez ? Bonjour, je vais très bien, merci. Alors pour commencer, je sais que vous êtes monteuse. Comment vous êtes arrivée au montage et est-ce que c'était une évidence pour vous ? Alors non, je pense que je suis arrivée au montage un peu par hasard, parce qu'en fait, j'étais passionnée de cinéma et je voulais travailler dans le cinéma de manière générale quand j'étais adolescente, mais je ne savais pas trop quel métier en particulier. Et c'est seulement bien plus tard, quand j'ai passé le concours de la FEMIS,
où il faut choisir en fait dans quel département on veut entrer, que je me suis vraiment posé la question de quel métier m'irait le mieux. Mais j'avais jamais travaillé ou fait de stage ou que ce soit dans le domaine du cinéma. J'avais fait des études de littérature avant. Et donc, je me suis vraiment posée avec un papier, un crayon, et je dis des plus, des moins dans chaque colonne. Et en fait, j'ai vite éliminé tous les métiers de tournage parce que je sentais que c'était pas vraiment mon élément. Et donc, il me restait montage ou scénario. Et je venais de faire des longues études de littérature. Je me suis dit, autant apprendre quelque chose de complètement nouveau. Et je me suis inscrite en montage. Et j'ai adoré ça une fois que j'y étais. Mais du coup, à quel moment est arrivée l'envie de réalisation malgré ces études de littérature et ce choix entre scénario et montage? C'est arrivé un peu tout seul dans le sens où je voulais vraiment, enfin je veux toujours d'ailleurs être monteuse. J'aime vraiment monter les films des autres. Et en fait, c'est à l'occasion de mon film de fin d'études, donc à la FEMIS, où j'ai réalisé un film de montage où je ne suis pas allée tourner. Il s'appelle Clean With Me After Dark. C'est un film qui se passe sur un écran d'ordinateur où j'interroge les vidéos de ménage sur YouTube. Et en fait, ce film-là a eu beaucoup d'écho à sa sortie. Il a été sélectionné dans plein de festivals, j'ai eu des prix. Et en fait, du coup, ça m'a lancée dans une sorte de carrière parallèle de réalisatrice que je continue de mener en même temps que le montage pour les autres. Mais du coup, tu as découvert en fait la vie en festival. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand on est jeune réalisatrice quand on découvre la vie en festival? Parce que moi, je travaille un peu dans ça, donc je sais ce que c'est de l'autre côté, mais je sais pas ce que c'est du côté des réalisateurs. Franchement, c'est très agréable parce qu'on est invité à être dans des endroits. Les gens nous ont invités parce qu'ils ont aimé notre travail, donc on a l'occasion d'en parler. Et puis surtout, les courts-métrages en particulier, s'ils ne sont pas montrés en festival, ils ne sont pas montrés du tout. Et donc ce film, il aurait pu juste être projeté une fois dans le cadre de mon diplôme et ensuite disparaître. Et en fait, il continue. Là, je l'ai fini en 2019, donc ça fait très longtemps que j'ai terminé. Et il y a encore des projections de ce court-métrage qui continuent. Donc c'est vraiment un plaisir. Après, moi, il y a eu le confinement qui est tombé assez rapidement après ce film, donc j'ai pas pu voyager autant que j'aurais pu. Ça s'est fait à distance. Et du coup, ce qu'on se demandait comme question, vu que tu as les deux casquettes, ça apporte quoi comme regard sur ton travail? C'est vraiment deux pratiques qui se nourrissent l'une l'autre, à la fois en tant que monteuse, quand je reviens au montage après avoir réalisé mes propres films, je vois différemment la collaboration avec les réalisateurs et les réalisatrices, c'est-à-dire je me mets mieux dans leurs bottes, en fait, et inversement, en tant que réalisatrice, comme je réalise des films qui sont 100% en montage, ça m'aide beaucoup d'avoir cette expérience du montage avec les images des autres. Ça permet vraiment que c'est vraiment mon langage à 100% le montage en fait. Et justement, en parlant des courts-métrages, j'allais y venir, notamment pour Du pain et des jeux de Judith Longuet-Marx et Léa Taral. Ce format, il t'a permis d'explorer quoi exactement comme liberté? Est-ce que c'est un format plus expérimental, beaucoup plus libre par rapport à un long-métrage ou... Le montage, vraiment? Ouais, le montage, réalisation aussi. les deux. Les deux ouais. Montage, très honnêtement, je vois pas tellement de différence quand j'ai monté mon premier long métrage, qui était Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux. J'ai vraiment ressenti ça comme le montage d'un court métrage en plus long. Donc tout était beaucoup plus long, les durées de travail, mais je trouve ça très agréable parce qu'on peut se plonger vraiment longtemps dans la matière. Par contre, oui, je pense que dans la réalisation, c'est quand même plus simple de convaincre toute une équipe et surtout des financements pour un projet. Si on veut un projet un peu hors des clous, c'est plus facile sur une petite durée que pour un long, je pense. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as travaillé qui n'est pas forcément le tien, mais qui t'a forcément marqué dans la façon de travailler ou d'imaginer le montage avec le réalisatrice? En fait, tous les montages que j'ai faits, à chaque fois, c'est vraiment un des plaisirs du montage, c'est qu'on s'adapte, on rencontre une personne et on s'adapte à sa manière de travailler, mais aussi de penser. Donc, mais en tout cas, oui, mes premiers montages que j'ai faits à l'école, c'était avec un réalisateur qui s'appelle Carlos Abascal Pero, qui a réalisé Fils 2, qui est sorti en septembre, que j'ai monté. Donc j'ai monté mes premiers cours de fiction avec lui et ensuite son premier long. Et j'ai vraiment beaucoup appris du coup en travaillant avec lui, qui en plus est un réalisateur qui fait de la fiction, mais il tourne énormément, donc on a beaucoup de rush et du coup on a plein de possibilités au montage et on construit vraiment ensemble toute la manière dont les séquences vont se dérouler. Il y a le scénario qui est très respecté au niveau des dialogues, mais par contre au niveau
des potentialités de plans, c'est exponentiel. Merci Alia, on te retrouve donc tout à l'heure pour la seconde partie de l'entretien avec Gabriel Stemmer. Esther est de retour et elle souhaitait évoquer un film atypique, The Cruise de Bennett Miller, encore en salle chez Paris Cinema Club. L'histoire d'un guide new-yorkais, Speed Levitch, dans les bus de la ville, qui fourmille d'anecdotes avec toute l'esthétique lofi de la fin des années 90. Le cinéma doit partir du vrai et arriver au vrai. Aujourd'hui, je vous parle de The Cruise, un film de Bennett Miller, donc daté de 1998, très peu diffusé à sa sortie en France et que les films du Camélia ont excavé cette année en salle au mois de mars. C'est un documentaire dans lequel on suit un guide touristique assez fantasque, Timothy Levitch, qu'on surnomme Speed en raison de son débit de parole, qui anime les tours en bus dans la ville de New York. C'est donc un film sur un authentique fou du bus, mais au bon sens du terme. Bennett Miller choisit de cheviller la caméra à Timothy, qu'on suit à bord du bus, à pied, dans ses élucubrations et ses déambulations. Le réalisateur tourne avec une petite caméra mobile et du coup, on arpente New York à hauteur d'homme. C'est un parti pris très intéressant dans une ville aussi imposante et écrasante et surtout géométrique comme New York, parce que ce choix de mise en scène épouse parfaitement la philosophie de Timothy, qui se définit lui-même comme un cruiser, comprendre quelqu'un qui s'oppose à la raideur du plan quadrillé de la ville. Il mène une croisade contre le conformisme et contre ceux qui aiment se soumettre sans réserve à la grille rigide des rues de New York. Je le cite, « Aimer cette grille, c'est dire je vais revivre toutes les erreurs commises par mes parents ». Non, Timothy, lui, il veut lire, passer entre les lignes, arpenter, faire demi-tour, en tout cas faire sa propre croisière. Et si vous aimez la philosophie, on peut penser à Michel de Certeau, qui parlait dans L'invention du quotidien de la marche, comme une tactique qui permet aux individus d'exprimer leur subjectivité, même dans un cadre dépersonnalisant. En s'opposant aux lignes, aux angles droits que prévoit l'architecte, Certeau identifiait les marges de la liberté dans la promenade, dans l'errance, ce que rejoint le choix de Bennett Miller de zoomer sur cette petite trajectoire individuelle, comme une affirmation de soi, une façon d'habiter la ville. Et d'une manière tragiquement prophétique, on verra Timothy s'émouvoir devant la fragilité des Twin Towers, devant les fleurs, les façades, teintant donc New York de toutes ses projections et de ses récits. Ce qui fait la réussite du documentaire, c'est aussi peut-être tout simplement de portraiturer un être aussi cinégénique et original que Timothy Levitch. Nous l'entendrons durant tout le film, tous ses monologues enflammés, celui qui se décrit comme Virgile dans l'enfer de Dante. Imprégné de références, il parle d'Henry Miller, d'Edgar Allan Poe et passe par George Gershwin. Timothy commente chaque recoin de New York avec un humour acéré. Par exemple, quand il déclare devant des touristes hébétés que si l'architecture est l'histoire de toute émotion phallique, alors l'Empire State Building est la véritable catharsis. À travers toutes ces logorées perce tout de même une fragilité beaucoup plus triste et mélancolique. Ce poète philosophe qui dort chez des amis et travaille pour $200 est aussi un incompris, un être très seul, qui peuple la ville de fantômes et s'invente des relations amoureuses avec la matière. Alors qu'il simule un orgasme devant la façade en terre cuite de l'immeuble Bayard, Bennett Miller dézoome et nous montre ce guide dans sa solitude absolue. Lorsqu'il s'aventure sur le Brooklyn Bridge, qui a une véritable vertu cathartique pour lui, il règle ses comptes avec ceux qui l'ont harcelé, avec sa famille et surtout avec sa mère. Les cruises sont donc une façon pour Levitch de scruter ceux que la ville exclut, à qui il s'identifie très certainement. Et de fait, dans le capitalisme effréné de New York, les anticonformistes tels que lui sont relégués à la marge. Speed serait alors comme un des justes cachés dans la mystique acidique dont il nous parle, un Lamed Vovnik que la ville rejette, mais dont elle a besoin pour ne pas mourir tout à fait et préserver un semblant d'humanité. Et sur ce, je vous laisse avec la première interlude musicale de Dorian. Ça ne va pas vraiment avoir de lien, mais aujourd'hui, je voulais faire un pas de côté, sans mauvais jeu de mots, pour parler d'une artiste que j'aime profondément, Slater. Alors, vous savez, on a tous un ou une artiste qu'on a découvert avant les autres, on se sent un petit peu fier de l'avoir percé. Pour moi, c'est Slater, et c'était ma découverte du deuxième confinement en 2020. Catherine Grace Garner est donc née en 1996 à Saint-Louis. Elle voit même dans le fait de ne pas avoir grandi dans une grande ville, en tant que campagnarde, son amour de la pop culture et son envie de devenir chanteuse. Slater fait partie de ces artistes qui ont débuté avec un travail sur la musique lofi, en faisant des reprises de titres des années 80 et à partir de rencontres sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, qui est fourmi sur le plan artistique et musical. Et très vite, elle va sortir quelques titres et travaille son esthétique, sourcils fins, couleurs acidulées, féminité exacerbée. En 2019, le jour même de la Saint-Valentin, elle sort sur Twitter quelques secondes du titre qui va la faire littéralement percer, Mine. Le titre atteint vite la 38e place du classement d'écoute sur iTunes. Et on écoute du coup Mine. Make you
Et c'est contre nature. Et oui, c'est Let's Be Queer. Hello mon petit Dorian, comment vas-tu en ces beaux jours de printemps? Magnifiquement bien, j'attends un peu les vagues de Hossegor. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu aimes les nouilles? Bien sûr, quelle question. Super. Et dis-moi, est-ce que tu aimes être ivre? Bien sûr, quelle question. Fantastique. Dans ce cas-là, tu vas adorer la prochaine pépite queer qui va sortir dans nos salles obscures mercredi prochain, Drunken Noodles. Mais avant d'encenser ce film, permets-moi de faire une petite présentation de son distributeur francophone, j'ai nommé Outplace Films. Beaucoup y pensaient, eux l'ont fait. Il s'agit de la première société de distribution de films exclusivement dédiée aux œuvres LGBTQIA2+, et ils ne se sont pas arrêtés là. Parmi les activités annexes de la société, on trouve également un service de vente internationale, de la gestion de DVD et de vidéos à la demande. De quoi réellement parler de lobby LGBT. Bien que le cinéma queer reste un cinéma de niche et peu lucratif, il gagne du terrain d'année en année, permettant à Outplace de grandir et de se développer sereinement en nous proposant une sélection d'œuvres pointilleuses et de qualité via leur catalogue qui compte désormais plus d'une centaine d'œuvres dont leur prochaine sortie, Drunken Noodles. Réalisé par l'Argentin Lucio Castro, révélé par son premier film Fin de siècle en 2019, on y suit Adnan, interprété par le captivant Laïs Khalifei, un jeune étudiant en art qui vient passer l'été à New York chez son oncle absent pour y faire un stage dans une galerie d'art. Surprise, à son arrivée, il connaît l'artiste qui y expose en ce moment. Une rencontre spontanée de son passé, tendre et sensuel à souhait, qui l'avait bouleversé. Face au tableau homo-érotique de cette ancienne rencontre, Adnan part en voyage introspectif où passé et présent se mêlent et se confondent avec pour destination finale la reconnexion avec lui-même. Pour l'aider dans sa quête, il fera la rencontre de Yariel, joué par le magnétique Joël Isaac, un livreur Uber Eats rencontré lors d'une soirée cruising dans un parc. Petit instant dictionnaire queer pour nos auditeurs innocents, le cruising est une pratique sexuelle qui consiste à rencontrer et batifoler avec des inconnus de façon spontanée, sans aucun échange auparavant, et cela dans des espaces publics en chassant. Drunken Noodles, ça ne se regarde pas, ça se vit. Le film se définit avant tout comme une expérience sensorielle, à travers une esthétique visuelle léchée et un mixage sonore détaillé. Les dialogues servent ici uniquement à poser le cadre et le contexte. Le reste se ressent, se contemple. Un poème mélancolique, rempli de tendresse, auquel on a donné de la texture, de la matière. Donc si vous avez envie d'une escapade onirique, érotique et terriblement queer, rendez-vous le 22 avril au cinéma. Merci Axel. Donc le film notamment à retrouver au Reflet Médicis et je rappelle que ce film était sélectionné à l'Acide l'année dernière à Cannes, que je n'ai pas pu préciser, mais voilà, Drunken Noodles en salle. Toujours plus gore en mars était en mode Rap et Revenge avec un double programme rare en salle. On va en reparler, on va parler notamment de ce sous-genre controversé, puis ce sera l'occasion aussi de revenir sur un concept intéressant dans l'histoire du gore et des représentations horrifiques, développé par Freud, l'inquiétante étrangeté, et aussi un autre sous-genre, la exploitation. Et nous étions donc au Luminor Hôtel de Ville vendredi 27 mars dès 19h30 avec un double feature, Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity qui, comme je vous l'avais expliqué, avait créé la controverse dans les années 2000, et puis une projection, donc c'était une projection en 35 mm sur un film anti-Rap et Revenge. Et puis projection exceptionnelle, L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara, aka le vieux méchant d'un Martyr suprême. C'était l'occasion de discuter lors d'une table ronde avec Nathalie Allison, coordinatrice d'intimité, et Hélène Boons des Cahiers du cinéma, ainsi que Valérie Ray-Robert, essayiste, spécialiste de la représentation et de la culture du viol. Cette dernière était l'invitée de Juliette Moncuy pour Toujours plus gore, un entretien complet à découvrir sur Instagram dans quelques jours. Merci au Luminor Hôtel de Ville et merci à nos superbes techniciens Mathilde Costroy et Max Corbet pour cette interview. Bonsoir Valérie Ray-Robert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour commencer un petit peu cette double séance un petit peu spéciale sur le Rape and Revenge, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce sous-genre cinématographique qu'on associe souvent au gore, aux films d'horreur? Alors, les gens disent que le Rap and Revenge est né avec un film de Bergman, La Source, en 60, mais c'est pas vraiment caractéristique. C'est juste parce qu'il y a un viol dedans. On va dire que le Rap and Revenge, vraiment, il va naître vers le début des années 70, avec des films comme Death Wish aux États-Unis, par exemple. Et c'est
ça participe au genre le film d'exploitation. Le film d'exploitation, c'est on produit des films à bas coût, un peu gore, un peu sanguinolents, en espérant qu'ils font le maximum de profit. Et le Rape and Revenge va s'ancrer là-dedans. Et donc, tu as 2 types de Rape and Revenge. C'est celui où c'est un proche de la victime qui se venge. Typiquement, c'est le cas de Death Wish, ou La dernière maison sur la gauche, par exemple. Ou celui où c'est la femme elle-même qui décide de se venger. Mais dans les années 70, c'est évidemment beaucoup les hommes qui se vengent pour les femmes. Et j'imagine aussi que c'est d'abord les hommes qui se vengent des femmes, mais qui sont aussi filmés par des hommes et des réalisateurs, du coup. Oui, quasi essentiellement. À l'époque, oui, quasi essentiellement. Et à partir de quel moment est-ce qu'on notifie un certain changement des réalisatrices qui s'emparent de ce sujet pour se le réapproprier? Je dirais que c'est vraiment à partir des années 2000, à mon avis. C'est pas avant. Ouais, c'est vraiment assez récent. Et selon toi, qu'est-ce que ça vient raconter des histoires des personnages féminins, de cette réappropriation des sujets qui sont d'abord victimisants du point de vue des hommes qui se vengent des femmes, et ensuite, est-ce que c'est une reprise de pouvoir et de conquête en fait de la part des femmes de se venger, ou des réalisatrices de raconter des histoires où les femmes se vengent? Alors quand c'est le cas des réalisatrices, oui peut-être. Quand c'est le cas des réalisateurs, non, c'est certes. Le Rape and Revenge, déjà, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie... Ça serait. Voilà. Quand on est violé, en général, les hommes autour de nous ne font pas grand-chose. On serait bien moins nombreux, d'ailleurs. Voilà. Les hommes autour de nous ne font pas grand-chose. Et nous-mêmes, on ne va pas tuer les violeurs. C'est ce qu'il faudrait promouvoir, mais ce n'est pas ce qui se passe en tout cas. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très fantasmatique chez beaucoup de réalisateurs masculins. C'est l'idée de femmes vengeresses, parce qu'ils savent que ça ne va pas arriver. Donc l'idée que les femmes se vengent et que derrière, que les femmes sont violées et que derrière elles se vengent, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du fantasme. Et le cinéma des années 60 et 70 commence à enfin nous donner accès au hors-champ. Le met en scène et encadre. Il devient partie prenante du film. Ce qui était caché et source de mystère est maintenant dévoilé aux yeux de tous. Chacun l'analyse ou non comme une grande avancée cinématographique, peut le considérer comme inutile et gâchant la magie du cinéma, alors que d'autres font rapprocher cette mise en cadre, et plus en cache, comme un miroir de la société. On montre ce qui est caché, le cinéma comme extension du monde. Cela sous-entend que ce cachet peut être d'une certaine manière positif, car il donne des clés du monde. Mais indubitablement, dans une société réganienne, on en parlait déjà le mois dernier, aux libertés individuelles réduites et à la peur de l'étranger, de la nouveauté, il perturbe, il tronque l'esprit, le modifie, le met dans une position un peu particulière, ce cadre peut être perçu comme un second versant de la société qui pourrait ne pas être bon à voir, à analyser, voire à appréhender. La peur de l'inconnu, du défi, du nouveau, de nouvelles vérités. Le cinéma des années 80 joue donc justement avec cela, par le biais du slasher, où le cinéaste travaille constamment avec le cadre, via ce qu'on appellera évidemment les jumpscares. Justement, le post-modernisme, on y est entré dans la dynamique de tout montrer, mais également de ne plus accepter qu'on ne le voit plus. Un regard omniscient, absolu, qui n'accepte plus la frustration. On parle bien évidemment de cinéma d'horreur, on va dire mainstream. Le paradigme s'est donc retourné totalement, là où le mystère imprégnait le spectateur et le contentait les décennies précédentes. Herschel Gordon Lewis, notre exemple originel pour le cinéma gore, a été d'une importance notable dans la représentation de l'autre, et a essayé de faire appréhender, voire accepter l'autre au spectateur, venant à évoquer un autre film moteur et important, 2000 Maniacs, qui date de 1964, où 6 touristes s'égarent dans une région éloignée de Floride. Ils vont finir séquestrés et torturés par la population et leur jeu cruel. Population états-unienne, retirée, une sorte de folie chez l'autre, qui sont les points communs de ce versant des productions éminemment états-uniennes et d'exploitation. Gordon Lewis rompt donc avec la vision joviale des rednecks et des hillbillies du sud, profond des États-Unis, avec plutôt les sanglantes festivités d'une bourgade sudiste fantôme. Le lien se fait donc tout de suite entre ces populations et le gore. Une vision péjorative de ces populations, ces autres, se dessine, alors même que l'idée est plutôt de créer l'électrochoc sur l'acceptation de l'autre. Et on en parlera le mois prochain pour la suite. Merci Dorian, justement. Voilà, si vous voulez creuser un peu ces questions historiques et théoriques, on se retrouve jeudi prochain, oui, ouais, déjà, c'est ça. Dès 19h30 Euroflame Médicis pour la suite du cycle TPG avec 2 classiques peu visibles en salle, pourtant marquants dans l'histoire du gore. Le sang des bêtes de Franju, court documentaire de 49 sur les abattoirs de la Villette avec la voix impassible de Jean Pain.
Pain levé, qui décrit les actes des bourreaux. C'est une projection en partenariat avec le soutien en tout cas de la Cinémathèque française. Et juste après, on retrouvera Pasolini avec son film, son classique Salo ou Les 120 journées de Sodome, son dernier film sorti en 1975 avant qu'il ne se fasse assassiner. Une séance en présence de Fabrice Duvels et Julie Paquette, spécialiste de Sade et de Pasolini, tout droit venu de l'université d'Ottawa. Et je laisse du coup Dorian continuer avec ses interludes musicales. Moviegoer sur Radio Campus Paris. La carrière de Slater prend donc son envol avec Mine, que vous avez entendu juste avant, j'espère que vous avez aimé, puis BFF, son premier single, mais aussi une première tournée à guichet complet. Une première mixtape intitulée Slater, une reprise de Gimme More de Britney Spears, avant son premier album Trouble Paradise, avec notamment Clouds en featuring avec Eddie Montag, avant justement d'enchaîner sur un deuxième album, Starfucker. Toujours imbibé des thématiques qui lui sont chères, la figure de la pick-me girl, ses rencontres, ses fantasmes, l'envie et l'amour d'être une star, Hollywood, Los Angeles en fond, et tous ses déboires, elle poursuit son aventure musicale aux côtés de DJ Devo et une reprise de Beyond the Wheel, de Depeche Fucking Mode, puis un petit featuring, Attention, sur le dernier album de Kesha avec Rose Gray. Il y a 3 semaines est sorti justement son 3e album, qu'elle considère comme le plus complet et représentatif de sa personnalité, avec notamment la musique qu'elle considère comme celle qu'elle a le plus aimé composé ever, cette fois avec Columbia, son nouveau label, ça s'appelle Beat Up Channel et on l'écoute en trance bien sûr. Et donc nous sommes de retour dans Moviegoer. Et que vous dire de plus que foncez à écouter cet album qui sent évidemment bon le Missouri et vos futures soirées d'été. La carte blanche du Moviegoer ce mois-ci va être le lieu du débat, le lieu pour les chroniqueurs pour un petit peu s'écharper, parce qu'on ne pouvait pas faire mieux que parler ce mois-ci de Robert Pattinson, évidemment pas de The Drama, mais d'un autre film sur lequel Esther va revenir, Die My Love de Lynn Ramsey, un film sur la dépression postpartum qui offre à Jennifer Lawrence un de ses plus beaux rôles. Then love will tear us apart again. Oui, Dorian, comme tu le disais, ce mois d'avril est décidément riche en situations conjugales foireuses pour ce cher Robert Pattinson. Après s'être débattu avec un gros cas de conscience à la veille de son mariage avec Zendaya dans The Drama, il revient à côté de Jennifer Lawrence plus qu'instable dans Die My Love de Lynn Ramsey. Tout commence en fait avec le book club de Martin Scorsese, et oui, qui repère le roman du même nom d'Ariana Harwitz et qui décide de l'envoyer à Jennifer Lawrence, qu'il pense être parfaite pour le rôle de cette mère en crise après son accouchement.
c'est la réalisatrice Lynn Ramsay qui est cooptée sur le projet. On la connaît notamment pour We Need to Talk About Kevin en 2011 et elle n'avait pas présenté de long métrage depuis A Beautiful Day en 2017. Die My Love donc était en compétition officielle au Festival de Cannes 2025. On y suit Grace, c'est Jennifer Lawrence, et Jackson, c'est Robert Pattinson, jeune couple qui emménage dans une vieille maison de campagne à la naissance de leur premier enfant. Et seulement ce tableau idéal s'effrite très rapidement au fur et à mesure que la santé mentale de Grace se dégrade sous la pression de la maternité et de la domesticité et que celle-ci sombre peu à peu dans la dépression. Et en effet, le film a vraiment créé le débat. Je vais redonner la patate chaude à Paul. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Alors moi j'ai un petit défi, c'est que je dois parler du film alors que je l'ai pas vu depuis 1 an, par manque de professionnalisme et manque de masochisme aussi peut-être. Mais je pense que c'est d'une certaine manière une bonne surprise à l'échelle de Lynn Ramsay que je considère comme une extrêmement mauvaise cinéaste. J'ai haï ces 2 derniers films. Et du coup, je partais avec des a priori assez forts. Et je trouve que voilà, le film n'est pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais, dans le sens où, contrairement au précédent film de Lynn Ramsay, là, je sens qu'il y a quand même une physicalité qui est en place par ces 2 acteurs, Jennifer Lawrence qui est vraiment assez bonne dans le film, Pattinson aussi, même s'il est un peu plus en second plan. Et je trouve qu'il y a vraiment des séquences, chose rare chez Ramsay, où elle arrive à instaurer un peu de durée, je pense au premier plan du film, et elle arrive du coup à créer voilà, quelque chose de physique et des vrais corps en présence. Donc il y a quelque chose d'assez stimulant, mais voilà, qui se retrouve un peu confronté à côté de ça, à tous les travers, je trouve, de Lynn Ramsay, où d'un coup, le montage, qui est un peu, j'ai l'impression, voilà, le pire de ce qu'elle peut faire, j'ai l'impression que c'est un film qui n'existe que pour son montage et qui vient à chaque fois, en fait, là où les corps en présence travaillent des choses intéressantes, elle ne vient que renchérir avec des effets qui me paraissent pour moi, enfin, j'ai pas mal pensé à Aronofsky, beaucoup de gens ont fait la comparaison, mais pour moi, on n'est pas loin, voilà, sur des effets qui, je trouve, sont d'un autre temps et en fait brisent un peu, justement, le pouvoir qu'ont les 2 interprètes ensemble, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage, en tout cas, de leur simple interprétation physique, je trouve. C'est assez marrant, avant de laisser juste Esther reprendre la parole, c'est vraiment pour ceux qui nous écoutent, il y a vraiment une scission dans le studio en interne où on voit vraiment Victor et Esther nous regarder avec beaucoup de véhémence avec Paul. Mais non, vous avez aimé le film, pas non ? tant que ça de véhémence en fait, parce que je trouve que tu résumes plutôt bien la forme du film que moi j'ai totalement tendance à défendre. Et même, alors la chose que tu mentionnes et qui est absolument évidente, c'est Jennifer Lawrence, où en fait je suis assez ravi que je savais pas que c'est Martin Scorsese justement qui l'avait missionné en fait pour ce rôle-là. Comme tu disais, elle tourne dans le film suivant de Scorsese. Je suis très content pour elle, je la sens pour une actrice assez passionnante et je suis très content qu'elle se mette à faire des films passionnants. Et je trouve que Die My Love en est un, justement grâce à cette forme qui ne tient pas en place, cette hachure du montage, ces allers-retours constants, parce que le film est fait volontairement du surplace tout le temps dans sa narration, puisque donc c'est toute la trajectoire, la non-trajectoire en fait de Jennifer Lawrence qui perd pied avec le réel, avec sa santé mentale, etc., même si elle est jamais psychiatrisée. Et donc justement le montage effectivement est quand même un vecteur assez passionnant de toujours la ramener au même point, quoi, toujours la ramener au même endroit, et alors même que son corps est en permanence contorsionné, et c'est ça qui est génial dans sa performance, c'est la prise de risque burlesque, quoi, qu'elle propose, et vraiment toujours en dépit d'un certain bon goût, et elle va quand même assez loin. Il y a une scène que je trouve assez dingue, qui est une scène de traversage de vitres. Voilà, élément, je trouve qui résume très bien la mise à mal de son corps dans le film, et je trouve la performance assez audacieuse. Ok, je suis un peu entre les deux, j'avoue, parce que je suis au milieu donc du plateau, donc c'est sûr. Non, en vrai, on a parlé de la Screwlantes le mois dernier, et je vais faire du coup la même chose que Alia. En fait, ça me fait chier. Ça me fait terriblement chier. Mais par rapport à la Screwlantes, je trouve que limite, quand je l'ai vu là il y a 2-3 semaines, j'ai trouvé que les quelques tentative de Las Corrientes de psychologiser son personnage principal, là on le retrouve pas, et je trouve que justement elle a beaucoup de respect pour le personnage de Jennifer Lawrence, et j'aime beaucoup l'errance et ce que tu disais, la répétition, et du coup je ne suis pas d'accord avec toi Paul finalement, donc je vais un petit peu du côté de Victor et Esther sur le fait que j'aime vraiment les effets qu'elle met en place. Je trouve que c'est
extrêmement moi ça m'a dérangé en fait de voir ces effets surannés qui reviennent à chaque fois, etc. Moi je trouve ça insupportable. Moi elle me casse les reins en fait pendant tout le film. Elle me casse bien les reins et en fait je comprends et justement ça ne cherche à aucun moment à nous expliquer quoi que ce soit et justement c'est extrêmement neutre et presque dénué d'un sens total. Enfin après j'imagine que mais je n'ai pas vu les autres films de Lynn Ramsay, donc je n'ai pas de point de comparaison. Donc c'est un peu juste un film dont je m'en bats un petit peu. Mais je trouve que le traitement comparativement à Last Cure c'est beaucoup plus neutre et j'ai trouvé ça plus respectueux. Voilà. Respectueux, mais en même temps douteux dans sa surenchère, douteux dans son dolorisme. Et j'aime un peu que le film soit douteux comme ça, même esthétiquement, à toujours aller dans l'extrême de ce qu'elle pourrait faire dans la mise en scène. Je trouve qu'elle prend le pari du déchaînement de son personnage. Quand je dis neutre, c'est plutôt pas dans le jugement. Oui, bien sûr. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Après, il faut peut-être revoir juste Une femme sous influence dans ce cas-là. Parce que qui pour moi est juste le même film. Moi, je dirais vers autre chose. Il y a deux choses que vous avez dites, à la fois le mot performance et le mot je me fais chier. Et en fait, je me déplace presque vers une performance un peu d'art contemporain. En fait, ça m'a rappelé un cours, je crois, de Chantal Ackerman que j'ai vu dans l'expo qui lui était consacré, qui s'appelait Saute ma ville, où c'est une fille dans sa cuisine, en fait, qui se dit, bah tiens, si je fais péter le robinet et les casseroles, etc. Et en fait, c'est pas agréable à regarder, il n'y a pas de dialectique, enfin, ça ne progresse pas vraiment vers un but, c'est un pétage de plomb. Et en fait, je crois que j'ai bien aimé voir ça, où le sujet ici, c'est encore un enfermement. Ça va pas être une cuisine cette fois, c'est deux choses pour moi. C'est un espèce de foyer idéal en pleine campagne avec autour la forêt, elle peut pas se barrer, quoi, c'est la forêt. Et son propre corps. Et ça, j'avais rarement vu ça, peut-être, que quand on vient d'accoucher, on n'est plus désirable, manifestement. Notre propre corps, c'est une prison parce qu'en fait, on la voit un peu se lacérer, se toucher bizarrement, faire des grimaces, un peu se désexualiser très bizarrement. Et en fait, le foyer et le corps deviennent une forme de prison. Et je pense que oui, le film c'est aussi un... Enfin, moi, je le vois un peu comme une performance où on m'invite à me dire... il n'y a pas de progression. En fait, même le mariage, c'est l'impression que c'est un peu une fausse piste, quoi. Vous pensez que l'histoire va avancer. Non, elle retourne à cet état-là. Et en ligne de fond, on comprend, je crois, qu'elle souhaitait être écrivaine, etc. Il y a une assez jolie scène qui est, encore une fois, kitsch, lourde d'intention, qui peut être moche et belle, où l'encre, en fait, se noie en même temps avec du lait maternel, comme si, en fait, les deux liquides, c'est comment sa vocation se dilue dans le fait qu'elle n'est vue que comme une mère, maintenant, par son mari. Et... en fait, c'est méga kitsch et en même temps, je pense que là-dedans, ça crée quelque chose d'intéressant. Bon, en tout cas, le film crée le débat. On le retrouve en salle le 29 avril avec Back Film, Studio Canal. Et évidemment, je rappelle, le film était en compétition à Cannes. On est toujours avec Alia et Gabriel Stemmer. On rappelle que le sublime film documentaire La Grève va sortir en salle le 22 avril, inspiré du texte d'Ovidie, La chair est triste. On retrouve donc Alia et Gabriel Stemmer. Moviegoer sur Radio Campus Paris. Drama is life with the dull bits cut out. Et justement, cette expérience, elle t'a permis d'arriver à ton propre long métrage, qui est La Grève, qui est un long métrage documentaire. Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet-là ? Alors, officiellement, c'est un moyen métrage. Il fait 55 minutes. Et c'est important parce que on a eu des financements de courts-métrages, en fait. Donc, on n'avait pas le droit de dépasser 1 heure. Sinon, ça engendre plein de complications. Je vois exactement ce que c'est. Et en fait, ce film, j'avais très envie, moi, de refaire un film 100% archives, mais cette fois en essayant de mêler des archives très contemporaines de YouTube, comme j'avais pu faire, mais aussi des archives plus anciennes et d'autres fonds. Et donc, j'attendais un peu d'avoir une idée ou quelque chose pour passer à l'action. Et en fait, au même moment, il y a la productrice du film, qui s'appelle Sandra Da Fonseca, qui en fait m'a écrit et m'a proposé d'adapter le livre d'Ovidie, La chair est triste hélas, en film d'archives. Et donc j'ai lu le livre, c'était vraiment à sa sortie, et je me suis dit bingo, parfait, allons-y. Et du coup, ce choix dans les archives de mélanger le contemporain avec l'ancien, tu vois une différence quand tu les as travaillés, comment tu les as agencés dans ton film pour que ça puisse respecter justement ce roman. Comment vraiment ton travail s'est opéré dans ce choix-là, quoi ? C'était... en fait, au début, je voulais vraiment les mélanger de manière... qu'il y ait autant d'images ultra contemporaines que d'images plus anciennes. Et en fait, en fabriquant le film, petit à petit, les images plus anciennes, donc de l'INA des années 60-70,
ou de fonds d'images amateurs des années 80 ont pris beaucoup plus de place que les images de YouTube ou d'Internet. Je pense que là, c'était vraiment par rapport au texte en fait, d'Ovidie qui est très contemporain, et donc ça faisait très redondant et aussi un peu violent, parce que les images de YouTube sont moins belles en fait, que les images que j'ai trouvées ailleurs. Et donc il fallait plutôt miser sur un plus gros décalage entre le texte et l'image pour ce film. Et donc ça s'est plutôt joué ce qui était du coup important, c'était que des images plus anciennes, elles portent en elles toute une histoire qui peut du coup entrer en résonance beaucoup plus facilement avec ce texte d'Ovidie, qui est un texte très contemporain, mais qui s'inscrit dans des combats féministes éternels. Justement, ça a amené à ma prochaine question. Le film est défini comme politique, comme féministe, il déconstruit le cadre hétérosexuel, et surtout le cadre de vie hétérosexuelle de la plupart des femmes. C'était quoi ton intention par rapport à ça? Est-ce que toi tu te définis comme féministe? Est-ce que toi tu définis ton film comme étant politique, ou c'est vraiment les médias qui le définissent comme ça? Non, je pense que vraiment le texte d'Ovidie, il est très politique, et donc mon film, par extension, l'est aussi. Il le fait en plus de redoubler ça par un regard sur des images institutionnelles ou contemporaines de nos usages de tous les jours, c'est politique aussi. Et le texte est féministe, donc moi aussi, le film aussi. Et c'était important pour moi justement de trouver un moyen de donner encore plus de portée à ce texte, et aussi de l'approfondir en venant grâce aux images, en venant y questionner d'autres thèmes qui sont liés à l'hétérosexualité, mais qui ne sont pas forcément directement la sexualité. Notamment tout ce qui est l'univers domestique, par exemple. Et donc j'ai mis beaucoup d'images de foyer, parce que c'est un autre monde par extension où les femmes sont dominées, particulièrement dans le cadre de l'hétérosexualité. Et donc j'avais envie comme ça de prolonger un peu les tentacules du livre. Et à partir de ce livre-là, est-ce que tu t'es intéressée par exemple à d'autres autrices qui parlent de ces questions-là, comme Laura Mulvey avec le male gaze et le female gaze, ou Iris Bray? Est-ce que tu t'es aussi imprégnée de peut-être des lectures que tu as déjà faites autour de ces questions-là, ou pas du tout? J'avais déjà pas mal parcouru tout ça, notamment pour mon film Clean With Me After Dark sur l'idée de ménage, où je m'étais vraiment beaucoup intéressée aux questions de la domesticité. Et oui, j'ai travaillé avec Iris Bray d'ailleurs. Je connais très bien son travail, que j'admire beaucoup. Et après, j'ai beaucoup pensé surtout à Mona Chollet quand je travaillais sur le livre d'Ovidie. À un moment, je me suis demandé si j'allais mélanger plusieurs textes justement pour faire une sorte de patchwork. Et puis finalement, non, le texte d'Ovidie s'est vraiment imposé. Ton film sort le 22 avril, comme je l'ai déjà dit. Est-ce que tu penses qu'il rentre en résonance avec l'évolution du mouvement féministe actuel? Comment les jeunes femmes et les jeunes filles se réapproprient, même par exemple les jeunes artistes pop, comment elles se réapproprient leur corps et la féminisation de ça? Est-ce que ton film il rentre en corrélation avec, ou il vient justement ouvrir des portes qui ne sont pas encore ouvertes dans le débat public? Je pense que c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que plutôt les très jeunes femmes qui voient le film, elles s'en emparent vraiment, dans le sens où elles découvrent pas des choses, mais ça les conforte dans toutes les idées qu'elles ont et les envies qu'elles ont de se défaire un peu des schémas patriarcaux, capitalistes aussi. Et donc ça rentre bien dans leur lutte, j'ai l'impression. Et selon les générations de femmes, justement, tout le monde ne reçoit pas le film de la même manière, mais le texte est fait de telle manière que ça s'adresse d'une manière ou d'une autre à tout le monde. Je pense que selon ce qu'on a vécu, selon son âge, on est plus ou moins choqué par ce que le texte dit, ou au contraire, encore une fois, conforté dans ce qu'on a déjà ressenti ou pensé. Et il y a des points de désaccord aussi qui émergent, mais ça fait pas mal réfléchir et discuter. Oui, ça permet de déconstruire, d'amener une certaine déconstruction et de continuer dans une déconstruction que certaines femmes auraient pu faire finalement. Ouais. Et est-ce que tu as envie dans tes prochains projets de continuer sur cette voie-là, ou aller complètement par exemple dans la fiction, ou d'écrire de nouvelles histoires sur des femmes ou d'autres personnages d'ailleurs? Oui, j'ai envie de continuer à la fois mon travail sur les archives, parce que je trouve ça vraiment passionnant, et j'aimerais bien effectivement aller plus du côté de la fiction, avec des personnages féminins, je pense, de manière assez évidente, pour voir... Parce que la question dans tout ça, c'est quand même toujours la question de l'image de la femme, dans tout ce qu'on regarde, dans tout ce qu'on reçoit, et la question du modèle de femme qui est offert aux jeunes femmes qui veulent se construire. Donc ça peut aussi passer par les personnages de fiction. En 2 mots, pourquoi il faut aller voir La Grève le 22 avril?
selon toi, quelle est la réception que tu attends de ce film à sa date de sortie finalement? Je trouve que c'est un film pas banal. Et moi, en tant que spectatrice, j'adore voir des films qui sont un peu originaux. C'est un film court, donc c'est aussi agréable en tant que spectatrice de pas voir des films de 3h30. Mais surtout, franchement, c'est un film qui fait beaucoup réfléchir en fait et qui est très, très puissant parce que le texte de Vidi est très puissant, mais qui est aussi drôle. Et je pense que ça peut faire naître des conversations vraiment importantes. Merci beaucoup Gabrielle d'avoir été avec nous. Je rappelle que le film sort le 22 avril prochain. Je vous conseille de courir en salle pour aller le découvrir. Merci beaucoup Alia. Et donc même information supplémentaire, on aura une très belle séance au Majestic Bastille le 28 avril à 20h15 en présence de la réalisatrice et de l'autrice Iris Bray. Mais il est l'heure de notre dernière interlude musicale hyper pop avec la reine Slater. Entre août 2025 et février 2026, elle révèle 5 singles de son album. Il s'agit selon elle de son album le plus personnel et revient à Saint-Louis, sa ville d'origine. Les rencontres, adolescence, ses amis, un peu du skate, donnent toute l'identité aux 14 titres qui nous sont proposés. Tout est absolument parfait avec donc une balade un peu plus proche à chaque fois d'une ado en quête de sens et d'identité. Elle veut être une star, être reconnue, se sentir aimée, mais elle se heurte à l'alcool, aux nombreuses rencontres toxiques et surtout à sa persona de pick me girl bien trash, Brittany Murphy. Cette incroyable actrice décédée en 2009 à 32 ans est connue pour ses rôles dans Clueless, 8 Miles ou Uptown Girls aux côtés de la jeune Dakota Fanning. Le dernier titre de cet album justement est sobrement intitulé Brittany Murphy. Toute l'iconographie de The Worst Girl in America, de ce nouvel album, est pensée en voulant garder ses racines dans la pop qu'elle ne quitte pas. Mais elle mélange aussi au rap, comme en témoigne sa jaquette de son album. Justement, le signe dollar qu'on y retrouve lui rappelle ses origines très modestes du Midwest et le fait qu'elle n'a jamais vraiment vécu dans l'opulence. J'espère que ces quelques clés vous ont donné envie de découvrir toute cette discographie qui, sans nul doute, vous fera voyager et danser. Sans en dire trop, je voudrais vous faire découvrir mon titre préféré de cet album, le dernier album de Slater, Unknown Losers. On écoute. Et The Worst Girl in America, donc une pépite à aller streamer d'urgence. Paul Pinault est de retour avec sa séance du mois, et quoi de mieux que la fresque historique d'Alain Gomis, présentée à la dernière Berlinale, Dao, un film qui est aussi entre différentes cérémonies religieuses en pleine Guinée-Bissau. Le film sort avec jour de fête le mercredi 29 avril. Paul, t'es où? Parce que j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire DAO. Écoute, Dorian, figure-toi que DAO, c'est un mouvement perpétuel et circulaire qui coule en toutes choses et unit le monde. C'est en tout cas ce que nous annonce le carton introductif du film d'Alain Gomis, révélant du même coup le principe fondamental en fait du projet. Si le film semble ainsi s'inscrire dans une logique de dualité en juxtaposant un mariage en France et un enterrement en Afrique, mais encore séquences fictionnelles et scènes de répétition avec acteurs et actrices, il ne cesse en réalité de dépasser ces oppositions et la possible rigidité d'un tel dispositif pour précisément se rattacher à une pure logique cinétique.
Les personnages sont en fait issus réduits à l'os. On ne parvient jamais à saisir que brièvement les tensions ou les liens qui les unissent, et ils finissent par devenir de simples corps en présence. Ce que le montage très dense du film cherche à créer n'est alors pas tant une logique de parallèle narratif que de reflet figuratif. Ainsi, l'enlacement des jeunes mariés, d'abord répété, réapparaît ensuite dans la fiction avec une intensité accrue. Si les personnages demeurent en fait en grande partie insaisissables, leurs corps, eux, ont été donnés à voir, travaillés, incarnés. L'enjeu n'est pas de creuser la sempiternelle dichotomie entre vrai et faux, fiction, documentaire, puisque le film ne cesse d'appuyer sur sa dimension fictionnelle. Il s'agit précisément en fait de célébrer une attention portée aux présences et aux gestes, à la vérité et à la beauté qui peuvent en jaillir. On est ici à distance de toute démarche ethnographique. Le film ne cherche pas à documenter des pratiques situées, mais à envisager la cérémonie comme une forme universelle, traversée de motifs communs au-delà des frontières. Les scènes de danse se répètent jusqu'à l'épuisement, tandis qu'elles se voient ponctuées d'échanges plus prosaïques, notamment autour de la répartition des coûts suite à l'enterrement, ou du poids de l'éducation des anciens. Autant de moments qui viennent ramener la transe à une matérialité beaucoup plus concrète. Le film a beau évoquer par certains aspects les fresques chorales de Robert Altman, le sempiternel naturalisme quichichien ou autres vieilles chimères, son dépouillement général en fait, qui ne fait qu'esquisser toute forme de dramaturgie, en revient à une simplicité à rebours de toute influence et de son dispositif complexe. Et donc, pas d'Oscar pour Timothée Chalamet, mais pas de chronique de Victor Leposan qui, lui, est dédié. Donc, c'est un peu catastrophique. Mais là, aujourd'hui, ce mois-ci, on va vous parler de Dune, qui n'est pas donc seulement l'affaire de Denis Villeneuve, mais aussi de David Lynch, puisqu'en 1984, il réunit Kyle MacLachlan et Patrick Stewart, ainsi que Toto à la musique, pour une adaptation qui ressort le mercredi 13 mai avec les Acacias Distribution. Moviegoer sur Radio Campus Paris. Ouais, en effet, ce mois-ci, je voulais régler un peu mes comptes avec un grand film mal aimé, notamment par moi, d'un cinéaste adoré de tous et notamment de moi. J'ai nommé Dune de David Lynch, sorti en 84. Sincèrement, on n'est pas loin de l'exploit parce que en presque un an d'émission, c'est la première fois que je l'ouvre sur Lynch. Et c'est pas pour parler de ce qui m'obsède le plus, loin de là, du propre aveu du cinéaste. Son adaptation du roman de Frank Herbert, le space opera, est un peu un ratage pour plusieurs raisons. Lynch était tellement dégoûté de ce qu'était devenu son film qu'il a même fait retirer son nom du générique de la version télé. En fait, je pense que personnellement, comme beaucoup de gens, j'ai découvert Dune au milieu des autres films de Lynch, et comme ça faisait un peu pâle figure face à ses chefs-d'œuvre, j'avais vite acté une sorte de non-événement cinéphilique, un pas de côté, presque un nécessaire déchet d'une filmographie autrement parfaite. Et ça tombe bien, les Acacias Distribution ressort le film dans les salles françaises le 13 mai prochain, dans une très belle version restaurée 4K. De quoi confronter les idées reçues et les premières impressions qu'on a de ce film. L'histoire, c'est toujours celle du jeune Paul Atreides, ici non pas campé par Chalamet, mais par Kyle MacLachlan dans l'un de ses premiers rôles. Le fils donc du duc de la planète Arrakis et d'une magicienne Bene Gesserit. La trajectoire d'un personnage, un élu christique au milieu d'un complot interplanétaire qu'il est en réalité assez compliqué de résumer, comme il est assez compliqué pour Lynch de la résumer en un film de 2 heures. À titre d'exemple, à partir du même roman, Denis Villeneuve a fait le choix de scinder son adaptation en 2 films. Ça ne rend pas l'affaire plus digeste, mais clairement plus lisible. Et une chose qui frappe aussi chez Lynch, c'est le mauvais goût très baroque de tout l'attirail de décors et de costumes. Tout fait l'effet d'une série B de luxe, bien de son époque. Et c'est exactement dans ça qu'il s'inscrit, car en parallèle, de la même manière, le producteur du film, le fameux Dino De Laurentiis, commande à un autre cinéaste hollywoodien très respecté, Richard Fleischer, des adaptations de romans d'heroic fantasy avec Arnold Schwarzenegger. Ça donnera des films assez affreux comme Calidor ou encore Conan le Destructeur. Or, c'est avec ce dernier film que Lynch est obligé de partager une grande partie de ses décors en carton-pâte, notamment un désert rocheux reconnaissable entre mille. Mais une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on peut réhabiliter ou non Dune, ou au contraire, comme son auteur, l'oublier à tout jamais ? Franchement, la question reste ouverte. À la revoyure, je me suis dit qu'il fonctionnait à l'origine pas vraiment comme le commun des films de Lynch, dans lesquels le cinéaste distord toujours la réalité à partir d'archétypes très quotidiens. La plongée onirique advient toujours depuis quelque chose de familier. Et là, Lynch est déjà dans un empire du factice à l'origine, et pour autant, le film devient quand même l'un des tripes les plus fiévreux de Lynch, avec ses surimpressions psychédéliques, souvent très criardes, mais parfois carrément fascinantes. Une chose que j'avais oubliée depuis mon visionnage
visionnage à l'époque, c'est qu'il est question de personnages pouvant lire dans les pensées les uns des autres, et Lynch en profite pour qu'à peu près tout ce qui passe par la tête de ces personnages soit dit à voix off. Et c'est un grand vecteur d'étrangeté sensorielle, quoi, comme quand dans Twin Peaks on ressent une espèce de conscience commune se propager au sein du groupe. D'ailleurs, c'est toujours au son que le geste de Lynch est le plus précis. Si l'impression visuelle du film n'a pas fait date, Lynch fabrique sa science-fiction, sa substance du rêve, à partir du son des machines et des pièces colmatées, comme il a toujours fait depuis Eraserhead, c'est-à-dire aux côtés d'Alan Splett, génie du sound design, mais aussi Brian Eno, qui est présent à la BO, en plus de Toto. Voilà, il y a ces figures de méchants braillards et purulents, les Harkonnen, dont la crasse tout droit sortie d'un tableau de Bacon confine ici au total grotesque. Mais à n'en pas douter, ils servent de prototype à Dennis Hopper dans Blue Velvet et Robert Loggia dans Lost Highway, ainsi que toute leur clique. Sur le Dune de Lynch, je pourrais parler de plein d'autres choses, la musique opératique de Toto, ou encore le plaisir de voir pour la première fois une bande d'acteurs qu'on retrouvera immédiatement dans Twin Peaks, Kyle MacLachlan en tête. Voilà, comme quoi Dune de David Lynch s'est raté, mais quand même riche, bien au-dessus de la rigidité anémique de Villeneuve, mais surtout totalement unique en son genre. Dune de David Lynch, c'est à découvrir ou redécouvrir le 13 mai grâce aux Acacia Distribution. On te remercie Victor pour ces actus et ces ressorties patrimoine, et évidemment pour clôturer l'émission, je laisse Paul nous faire son magnifique dialogue avec sa voix suave et comment peut-il, suave et érotique, sexuelle. Oui, voilà. Ouais, présente ce soir. Et donc, je vous rappelle une dernière fois que la grève est en salle le 22 avril avec New Story. On les remercie. On remercie évidemment l'attaché de presse et Gabriel Stemmer pour leur présence. À toi, Paul. Merci Victor, donc merci Dorian, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour ce 8e épisode en direct. On se retrouve toutes les 4 semaines, le vendredi à 19h et en rediffusion le lundi à 13h pour Moviegoer, l'émission qui décrypte le cinéma et plus encore sous toutes ses coutures. Merci Philippe Fischer, chargé d'antenne, merci Léa, notre réalisatrice, merci donc à notre invité, on le répète, Gabriel Stemmer, venu nous parler de la grève, son magnifique film en salle, mercredi prochain le 22 avril avec New Story. Et pour rappel, le mardi 28 avril, retrouvez une séance spéciale au Majestic Bastille en présence de la réalisatrice et d'Iris Bray à 20h15. Et merci à toute l'équipe des chroniqueurs et chroniqueuses, Victor Lepezan, Esther Vasseur, Alia Mandan, Axel Filograna-Decou, moi-même Paul Pinault et notre illustre présentateur Dorian Périgua. En attendant le retour de Moviegoer le vendredi 15 mai, n'oubliez pas, l'art ne se vit pas seulement, il s'écoute. Merci Paul, merci à tous, et on vous promet, nous n'étions pas bourrés ce soir.